Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui, j'entends pas les oui. Je suis très content d'être arrivé à ce moment-là. Alors, à la fin, moi, je vais vous parler du futur, parce qu'on a beaucoup parlé de ce qu'on a réalisé. On en est très fiers, beaucoup de choses. On a calé des bonnes dynamiques. Mais ce qui est encore plus important, c'est vraiment de se projeter. C'est ça que je voudrais partager avec vous. Donc j'ai un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour célébrer les 20 ans du pôle systématique, 20 ans qu'on a mis au service des deep tech, bien avant, et je le répète parce que c'est une réalité, que le mot soit utilisé par d'autres. C'était il y a plus de 12 ans qu'on a, et on appelait ça les technologies structurantes, celles qui, lorsqu'on les maîtrise, changent en fait l'innovation. Et donc, elles amènent aux innovations de rupture et à la construction d'un écosystème unique en son genre qu'on a créé dans Systématique. Alors, je vais en profiter pour, comme l'a fait Karine, mais il faut toujours le répéter, d'abord remercier Dominique Vernet, premier président de Systématique, président d'honneur, qui est avec nous aujourd'hui. Remercier tous les gens du bureau exécutif, parce que pour qu'une structure comme Systématique tourne, il faut des gens impliqués. On se retrouve tous les mois pendant 2-3 heures, des gens qui ont toutes des responsabilités dans leurs entreprises et qui sont présents. Je ne vais pas faire l'inventaire avec tableau Excel, mais à 95%. Donc ça, c'est un investissement. Et puis bien sûr, les membres et, comme l'a dit Karine, l'équipe des permanentes systématiques qu'on a aussi modifié au cours du temps pour la rendre encore plus compétente, parce que pour organiser un écosystème autour des deep tech, il faut avoir du répondant, et donc on a maintenant des gens qui sont sollicités au-delà même du périmètre de Systématique. Alors, je voudrais remercier aussi les intervenants, Karine Jacques, fidèle du pôle, et la remercier pour la qualité de son engagement au sein de notre communauté. Et on a parlé du programme défense, et elle a vraiment créé cette impulsion, donc c'est magnifique. Emmanuel Kiva, qui est vraiment un entrepreneur qui est devenu DGA, donc un parcours remarquable. On en est très fiers. Remercier beaucoup Arnaud Montebourg, qui lui a fait un peu un chemin inverse. Il était ministre, il est devenu multi-entrepreneur, on peut dire, de plusieurs entreprises. Moi, j'ai un très très bon souvenir de l'intervention d'Arnaud Montebourg, justement, dans le pôle systématique. D'abord, il avait chauffé la salle comme jamais personne n'a chauffé la salle, en motivant les équipes. J'ai eu plusieurs interactions avec lui, et notamment la réflexion qu'il a eue sur les pôles. Il m'avait même demandé d'organiser les pôles. On a créé l'association française à cette époque-là. On avait rassemblé, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait toute une table ronde de présidents et de présidentes de pôles. Donc on a redonné, je pense, à cette époque-là, une dynamique qui a redonné un sens aux pôles. Il y avait des batailles en disant il faut peu de pôles mondiaux, et puis d'autres qui disaient il faut des pôles sur les territoires. Et en fait, il faut les deux. Il faut des grosses locomotives comme un peu systématique, et puis dans des territoires plus petits, des structures des fois qui sont plus légères, mais qui sont extrêmement efficaces en termes de développement économique. Et je crois que c'est l'impulsion que vous avez donnée, Monsieur le Ministre, et je suis très satisfait et très heureux de votre présence aujourd'hui. Je remercie Paul Midi. Alors c'est un peu paradoxal parce qu'il n'est pas là, il est retenu à l'Assemblée nationale, mais il est toujours disponible sur les enjeux entrepreneuriaux, comme récemment sur la défense du statut du jeune docteur. Pour ceux qui ne sont pas au fait, il a été supprimé dans le crédit impôt recherche. Alors aider au recrutement des jeunes docteurs, sur le papier ça peut paraître absurde, mais le système culturel français est tel qu'il faut un outil dans ce cadre-là, et il se trouve que l'arrêt de ce mécanisme affecte qui? Eh bien, beaucoup d'entreprises d'épaule, des start-up qui n'ont pas encore de revenus et qui vivent finalement avec l'argent des investisseurs et qui ont un plan de trésorerie. Et quand on a une entreprise, la première chose qu'on regarde, c'est la trésorerie. Et donc, cet arrêt non discuté, sans interaction avec les parties prenantes, fait beaucoup de dégâts. On compte à 2000, 3000 contrats de doctorants, de recrutement de docteurs. Donc voilà, Paul a été présent pour défendre cette chose-là. Alexandra, oui, elle est là, fidèle des fidèles. Je me rappelle les premiers meetings où tu venais sur l'open source, c'était il y a un certain temps. Donc vice-présidente de région en charge de l'innovation, mais un grand nombre d'autres sujets, qui, comme la présidente Valérie Pécresse, est vraiment une partenaire et un soutien de premier plan à la démarche du pôle systématique. Justement, quand on a fait le pivot sur les deep tech, ça a été très bien suivi par la région, avec des programmes dédiés, IA, et puis plus récemment Quantique et d'autres. Voilà, donc s'ils sont tous là aujourd'hui pour les 20
20 ans de systématique, c'est parce qu'ils ont façonné et supporté là où ils sont le parcours de systématique. Et nous sommes vraiment fiers tous de leur présence et de leur fidélité. Alors, notre mission en tant que cluster technologique est plus que jamais d'anticiper, de catalyser et de soutenir ces innovations qui dessineront notre monde dans 10-20 ans. Alors, où est-ce qu'on sera en 2035, 2045 ? Le rythme de l'innovation est vertigineux, mais en fait, il y a certaines tendances de fond qui se dessinent avec force. Alors, je vais en tracer le contour de quelques-unes. Alors d'abord, bon, l'intelligence artificielle, que j'associe au quantum computing, c'est vraiment une révolution des capacités de calcul. Alors, on parle beaucoup d'IA aujourd'hui. Il y a un peu une bulle, il faut le savoir. Des langages comme le LLM sont un peu dans l'asymptote de leur performance. Certains experts, c'est pas moi qui le dis, disent même qu'ils commencent à disrupter et à dire des choses inverses. Voilà. Et comme le design des algorithmes est très proche aussi de celui des processeurs, on sent que bon, voilà, il y a une bulle qui va exploser, mais malgré ça, ça ne change pas, parce qu'on a déjà connu ça dans les années 2000 avec la structure de transmission sur Internet, etc. Quand il y a des bulles, elles assèchent pour corriger, si je puis dire, mais ça ne change pas la dynamique de l'IA. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est juste la pointe de l'iceberg. Le potentiel de l'intelligence artificielle est redoutable. Donc dans les 2 prochaines décennies, l'IA ne sera plus seulement une technologie, mais un outil omniprésent. Nous assisterons à l'émergence de l'IA beaucoup plus autonome, capable de raisonnement complexe, de créativité, d'apprentissage continu. Donc elles transformeront radicalement des secteurs comme la santé, la logistique, la finance, pour n'en citer que quelques-uns. Parallèlement, le calcul quantique, qui en a encore qu'à ses balbutiements, on est encore au début, on couve ici sur le territoire un certain nombre de start-up. Il faut savoir qu'elles ne seront pas toutes gagnantes, hein, on le sait déjà, mais c'est important de les accompagner. Donc le calcul quantique atteindra une maturité qui nous permettra de résoudre des problèmes aujourd'hui insolubles, repoussant les frontières de ce que nous pensions impossible, comme la modélisation moléculaire. L'IA sera au cœur des infrastructures numériques incarnées par la future 6G, qui sera un vrai réseau de capteurs porté par des développements de la radio et de la photonique, qui est aussi au cœur du territoire. Donc plus de connectivité, plus de data, plus d'IA, plus de services, c'est un potentiel d'innovation très important. Deuxième tendance importante, c'est la cyber-résilience et la confiance numérique. C'est vraiment sont des socles indispensables. Plus notre monde sera connecté et intelligemment automatisé, plus la question de la cybersécurité et de la confiance numérique sera critique. Les attaques seront plus sophistiquées encore que celles qu'on connaît aujourd'hui, qui sont déjà un petit peu vicieuses pour certains sujets. Les 20 prochaines années donc verront un investissement massif dans ces secteurs pour les architectures de sécurité proactive, basées à nouveau sur l'intelligence artificielle, des approches décentralisées utilisant la blockchain. Donc la souveraineté numérique et la protection de nos informations sensibles deviendront des impératifs absolus, encore plus que ça ne l'est aujourd'hui. Troisième sujet, qui est un peu en périphérie des sujets de systématique, mais qui s'en rapprochera très vite, ce sont les nouveaux matériaux et les biotechnologies. Réinventer le vivant et le physique. L'innovation ne se limite pas au numérique. Les avancées dans les nouveaux matériaux qui sont intelligents, biomatériaux, autoréparateurs, auto-alimentés, vont révolutionner l'ingénierie, la construction et l'énergie. En parallèle, les biotechnologies et la biologie de synthèse vont continuer leurs essors fulgurants, de la médecine personnalisée à l'agriculture durable. Nous allons littéralement programmer le vivant pour répondre à nos défis. Nous avançons vers une société de la nature et de l'homme augmentée. Alors, ce n'est pas un discours à la main, ce que je vous fais, c'est vraiment une chose qui est basée sur des réalités scientifiques. Quatrième grand sujet que vous connaissez bien, mais c'est bien de le remettre dans cette perspective, c'est l'énergie et la mobilité de demain, vers une durabilité et une hyperconnectivité. Donc le défi climatique nous pousse à innover radicalement dans l'énergie. Les 20 prochaines années verront vraiment des accélérations de nouvelles formes d'énergie, des systèmes multisources plus complexes, des solutions de stockage plus efficaces, localisées, parce qu'en gros, on ne sait pas faire, mais localement, on peut faire des choses, et l'émergence de nouvelles sources, comme par exemple la fusion nucléaire. Ce n'est pas si loin, à une échelle de 20 ans, même si certains disent que c'est compliqué. Voilà. Et quant à la mobilité, elle sera transformée par l'autonomie des véhicules,
la première Tesla qui a été livrée d'une manière autonome à celui qui l'a commandé. L'intégration du numérique, créant des villes plus intelligentes, des déplacements plus fluides, moins polluants. Pour ma part, je pense vraiment que la mobilité sera un chantier majeur du futur et systématique. D'ailleurs, on est fiers d'être partenaire d'un des projets sur le sujet avec le soutien de la région qui s'appelle Favie Open Road. Alors, donc, on a ces grandes tendances qui s'accompagnent de défis majeurs qu'on doit affronter et qui doivent être aussi dans la feuille de route du développement du pôle. D'abord, la transition vers une innovation durable, moins d'impact, plus intelligent. On le voit aujourd'hui, vraiment, il y a une transformation du climat qui va devenir insupportable si on n'anticipe pas les choses. Donc, le premier défi est celui de la durabilité. Nous devons absolument intégrer les impératifs environnementaux dans nos projets deep tech, l'empreinte carbone du numérique, notamment des data centers de l'IA, parfois énergivores, est quand même une certaine réalité, même si les progrès technologiques avancent en permanence. Donc, Systématique a déjà lancé des actions qui ont été présentées cet après-midi, doit impulser le développement de solutions sobres en énergie. Les jumeaux numériques, par exemple, doivent être conçus non seulement pour optimiser une performance d'un système, mais aussi pour minimiser la consommation de ressources dans l'industrie et la mobilité. Notre responsabilité collective est d'aligner nos innovations sur les objectifs de neutralité carbone de l'Union européenne d'ici 2050. Il n'y a pas d'innovation demain qui n'intègre pas cette donnée-là. Autre sujet important, la compétition mondiale et la souveraineté technologique. Alors déjà, bon, on peut écouter la radio, il y a plein de choses qui peuvent nous démoraliser. Les innovateurs, ceux qui réussissent, ce sont des optimistes. Donc il faut se mettre dans le camp des optimistes, aller de l'avant. Donc il y a quand même un défi sur la compétition mondiale, la souveraineté technologique. Face aux géants américains et chinois, l'Europe doit renforcer sa position. Systématique est prêt à jouer un rôle crucial en fédérant les acteurs européens, puisque c'est à cette échelle qu'on fera les transformations, notamment dans l'IA, dans la cybersécurité. Cela implique d'assurer un accès massif au financement, qui est un élément manquant, de développer des solutions d'IA souveraines comme des modèles open source européens pour réduire notre dépendance, protéger nos données stratégiques face aux cybermenaces croissantes et non négociables pour notre autonomie. La démarche du gouvernement danois de se libérer du monopole de Microsoft sera suivie par d'autres. Et ils ne le font pas simplement parce qu'ils ont peur pour le Groenland. Je pense qu'ils le font sur le fond. Et ce n'est pas contre une entreprise spécifique, mais c'est contre les modèles qui vous enferment dans leurs solutions. Et donc, il faut des modèles qui soient avec des interfaces ouvertes. Donc, plus de place au modèle ouvert et à l'open source, c'est un enjeu majeur pour l'Europe. Autre point clé, et particulièrement ici on peut le traiter, c'est la pénurie de talents et de formation. Il faut cultiver l'excellence. C'est vraiment la demande pour les experts en IA, en cybersécurité, semi-conducteurs, et je passe tous les détails, dépasse largement l'offre. En Île-de-France, nous devons intensifier nos partenariats avec les universités, les centres de formation. L'Île-de-France rassemble déjà par construction des forces académiques uniques, c'est un territoire à nul autre pareil, mais faisant en sorte qu'elle soit en phase avec le besoin des entreprises. Il est impératif de développer des programmes de formation continue attractifs, de montrer aux jeunes professionnels que l'Europe, notre écosystème, offre des opportunités de carrière exceptionnelles. En 2010, la Chine formait autant de docteurs que la France. Aujourd'hui, elle en forme il y a 70 000 docteurs qui sont diplômés par an, 5 fois plus que la France, qui est restée toujours à 15 000 docteurs par an. Donc, il ne faut pas chercher bien loin les raisons pour lesquelles la Chine excelle dans les nouvelles technologies vertes, la voiture électrique et d'autres chantiers industriels. Ils ont énormément investi sur la compétence de très haut niveau de R&D et ça apporte le... Je conclus, Madame Jacques. Je dis c'est elle qui dirige. Accélération de l'industrialisation, enfin je conclus, oui, je conclus. De la recherche au marché. Donc, défi crucial pour notre dynamisme et l'industrialisation rapide des innovations et c'est la mise sur le marché. Nous excellons d'une certaine manière en R&D, mais le passage à l'échelle reste un frein, particulièrement pour nos PME. Donc on doit, systématique d'autres, faciliter l'accès au financement, qu'ils soient européens, nationaux, mais surtout privés. Nous restons encore trop dans notre entre-soi. C'est un enjeu à l'échelle de l'Europe. Il ne faut pas se tromper des tâches pour traiter ce problème du financement. Il faut libérer le marché intérieur de l'Europe, faire de l'achat un acte d'innovation. Aujourd'hui, les acheteurs seront les plus innovants dans le système, parce qu'en fait, c'est eux qui vont décider vraiment la transformation.
Collaboration et cohésion dans un écosystème fragmenté. Je pense qu'il faut encore améliorer une collaboration sans faille dans les écosystèmes. On a beaucoup de diversité dans nos membres, donc on joue un peu un rôle de coordination entre les différents acteurs, mais il y a encore trop de silos entre le monde public et le monde privé. Alors, ce n'est pas très visible ici, parce qu'il y a beaucoup d'interactions, mais sur le fond, il y a encore beaucoup trop de silos. Il faut décloisonner, que les gens passent d'un côté à l'autre. Régulation et éthique des technologies, il faut innover en confiance. L'Europe avance avec des cadres comme l'IA Act. Nos technologies doivent être conçues dès le départ pour respecter les normes de transparence, de protection des données et d'impact sociétal. Loin d'être une contrainte, comme beaucoup le disent, c'est une opportunité de construire des technologies fiables et dignes de confiance. Quand on sera dans la ville intelligence, le degré de fiabilité et de confiance sera élevé. Donc, et ce sera un avantage compétitif. Enfin, dernier sujet qui est un peu compliqué à expliquer en peu de temps, mais comme j'en ai plein, on parle souvent qu'il faut affronter qu'il faut affronter la transformation du climat, les défis géopolitiques, etc. Mais en fait, la difficulté, c'est la gestion de la polycrise, c'est-à-dire qu'il faut traiter toutes ces dimensions-là. Et ça, c'est une chose qui est rarement partagée. Il faut comprendre que les supply chains seront modifiées, qu'on doit en même temps améliorer le climat. Et donc, c'est cet ensemble-là qui sera à traiter pour le futur. Et enfin, en conclusion, donc pour ces 20 ans, le pôle systématique Paris-Région ne se contente pas de regarder en arrière, mais on projette notre action avec détermination. Nous relevons ces défis majeurs à la croisée de l'innovation technologique, de la durabilité, de la souveraineté et de la cohésion. En capitalisant sur notre écosystème riche et nos partenariats, nous allons transformer ces défis en opportunités. Une stratégie axée sur la collaboration, la formation continue, l'industrialisation et un alignement fort avec les priorités sociétales, durabilité, éthique sera la clé de notre leadership européen pour les 10 prochaines années. Merci beaucoup à tous pour votre attention.